Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, l'épisode numéro 89. Nous sommes actuellement le 18 septembre 2023 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux, quelques Denis Germain. Bonjour Denis. Bonjour. On te connaît également sous le fabuleux nom de Zwindler sur Twitter, c'est ça ? Exactement, et surtout Blue Sky. Et surtout Blue Sky. Que fais-tu dans la vie, Denis ? Qui es-tu ? Alors, je suis Site Reliability Engineer chez Deezer, et je suis aussi constructeur de châteaux en Go. Quand on dit Site Reliability Engineer, c'est quoi ? C'est un glorified sysadmin, quoi ? Oui, c'est ça. C'est comme DevOps, Ingénieur de fiabilité de site. C'est DevOps, mais en mieux. J'ai également le fabuleux, et je suis très heureux de l'avoir, deuxième invité aujourd'hui, car c'est un épisode 2 invités, 0 invité la semaine dernière, 2 invités cette semaine. Nous avons le fabuleux Julien Chicken Noodle Soup G. Bonsoir Quentin. Donc toi, on va te retrouver sous le nom de Julien G sur Twitter, c'est ça ? C'est ça, absolument. Bah sur Blue Sky aussi, hein, il se peut. Sur Blue Sky, oui, c'est vrai, t'es aussi sur Blue Sky. Eh oui, absolument. Et pour accompagner ça, la personne qui va nous expliquer pourquoi Chicken Noodle Soup, David Legrand. Bonjour David. Bonjour. Alors, je suis pas SRE, je suis pas sur Blue Sky, et je n'ai jamais fait payer une chicken noodle soup à Julien G dans un hôtel à l'IDF à San Francisco. C'est vrai. T'es sûr, David, ouais. il est encore temps. Quand on était encore journaliste et qu'on avait encore de l'intégrité. Voilà. Julien, qui es-tu dans la vie ? Que fais-tu ? Eh bien, écoute, je travaille chez OVH Cloud où je m'occupe de la communication externe pour prendre soin de mes anciens ex-confrères que j'adore toujours autant. Voilà. La question qu'il faut lui poser, c'est qui étais-tu avant, Julien ? C'est vrai. Mais alors, du coup, vous convoquez quel Julien ? Moi, j'ai dit oui ce soir pour le Julien ancien journaliste. Alors moi, je veux bien convoquer le Julien des patates lyonnaises parce qu'il les fait très bien. Même si j'en ai jamais goûté, il paraît qu'elles sont très bonnes. Mais parce que la peur de me soumettre à ton verdict, David. Mais oui, la lyonnaise potatoes est un art. Non, bah écoute, 15 ans de journalisme tech pour un site qui s'appelle Clubic, qui s'appelle toujours, dont j'étais le rédac chef. C'est donc un long podcast d'ex ce soir, ex-sysadmin, ex-journaliste, et tous ces gens-là sont censés être intègres. Enfin, en tout cas, on l'a été un jour. Parlons d'intégrité. Philippe Latombe, magnifique, député français, a déposé un recours devant la Cour européenne de justice contre le nouveau Privacy Framework ou accord d'adéquation entre l'Union européenne et les États-Unis, début de septembre. Qu'est-ce que cela vous évoque, très cher ? Est-ce que Philippe Latombe est le nouveau Max Schrems ? Alors moi, ça m'arrange parce que personnellement, j'ai fait la rentrée de mon fils à l'école cette semaine. On m'a imposé un outil qui s'appelle Class Dojo, dont je me suis aperçu en m'y connectant la première fois qu'il était hébergé chez AWS aux États-Unis, avec une petite case à cocher dès l'inscription. Est-ce que vous nous autorisez à transférer vos données, celles de votre enfant, aux États-Unis ? Je me serais fait un plaisir d'expliquer à la maîtresse que c'était illégal, mais je peux plus parce que malheureusement cet été, on nous a autorisé à faire ce genre de transfert, parce qu'il paraît qu'il fait les compagnies du gaz pas trop cher. Donc je suis content qu'un quand député... tu dis tu parles de nos amis allemands peut-être, parce que nous, le gaz, on s'en bat les couilles en fait. Hein. Bah non, on a quand même du gaz en France. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, je suis content de pouvoir bientôt redire à la maîtresse de mon fils que c'est illégal ce qu'ils font et que c'est pas bien. Heureusement qu'il y a des députés qui se bougent un peu. Du coup, j'ai coché la case. Mais en fait, t'as pas le choix. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour communiquer avec l'école, je suis obligé de passer par cet outil. Et cet outil, globalement, quand même, tu vois, j'ai envie de savoir ce que mon fils il a fait en CP. Donc j'ai envie de savoir ce qu'il a fait de la journée, si ça s'est bien passé et que la maîtresse puisse m'écrire. Tu peux pas t'inscrire en refusant, parce que de toute façon, le service est hébergé par AWS aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils font même pas l'effort de s'héberger en Europe. En plus, l'application est à moitié en anglais. Enfin, le truc est, le choix est complètement scandaleux. Mais bon, le temps de convaincre toute l'école que j'ai raison, ça va prendre un peu de temps. Effectivement, je suis content que des députés se saisissent de ça. Et
notamment parce que ce qui s'est passé cet été avec le fait de refaire un accord sur le sujet, c'est passé sans trop de vagues, parce que bon, c'était l'été, donc voilà, mais c'est complètement scandaleux. Mais bon, j'ai un petit biais sur le sujet. Ouais, avec une attaque, là dans le cas présent, le DPF, donc c'est le nom de l'accord, le DPF est quand même attaqué avec volonté de suspension d'ici au 10 octobre, en disant les datas ont le droit d'être transférées à partir du 10 octobre, à partir du moment où les datas disparaissent aux États-Unis, on ne les récupérera jamais, donc il faut faire un moratoire de suspension d'ici au 10 octobre. Demain, je sais que Max Schrems, parce que là on est le lundi 18 septembre au soir, je sais que Max Schrems fait une keynote pour l'ouverture d'Exatrust, je sais que Philippe sera au premier rang. Je pense que je pense qu'on a un sujet assez intéressant et je pense que c'est une bonne chose que les gens se battent dessus, quoi. Donc Alors, voilà. le 2 octobre, c'est mon anniversaire. Si vous voulez me donner une bonne nouvelle pour mon anniversaire, faites tomber ce bordel d'ici le 2 octobre. Donc voilà. Moi, je trouve ça drôle. Moi, personnellement, je trouve que c'est drôle. Je trouve qu'on s'en vient la gueule. Ça serait bien que la procédure aboutisse. En vrai, ce serait une bonne chose. Pour avoir booké une partie de la procédure, c'est assez solide. De toute façon, moi, j'en sais que j'en avais parlé avec Max Schrems. Max Schrems, son attitude était de dire, ils nous ont fait le même accord, qui va tomber pour les mêmes raisons. C'est juste qu'on a passé 2 ans à s'engueuler avec la Cour européenne de justice pour le faire retomber. Voilà. Je scrutais un peu la posture de la commission. Après, l'un des trucs qui est intéressant, c'est que maintenant Vestager est, tu sais, en retrait de la commission parce qu'elle est à la BEI. C'est Thierry Breton qui va instruire le dossier. Et Thierry Breton, ce genre de truc, il sera plutôt pour l'idée de faire chier Van der Leyen, quoi. Oui, c'est sur le fond, on sait pas, mais par contre, faire chier Van der Leyen, ça, on sait que. C'est-à-dire que Non, faut mais garder les sujets importants, quoi, tu vois. l'histoire est faite de petites actions, hein, mais Plus, vous avez des sujets sur ça ou pas du tout? Non. Bon. Passons à la non, suite. c'est le tour. Toujours en politique. La loi Sren. La loi Sren, assez amusant. Donc la loi Sren est en train d'arriver, donc on voit tomber les premiers amendements de la loi Sren, donc qui Les va être premières voté. centaines. Ouais. Donc là, elle va passer en commission à l'Assemblée et donc elle sera votée en octobre. Donc le travail parlementaire a commencé et on peut dire que c'est un festival, n'est-ce pas, messieurs? Ouais, c'était déjà le cas sur les autres lois numériques, hein. Globalement, à chaque fois, tu vois que les députés peuvent avoir une espèce d'inventivité. Enfin, il y a cette espèce de côté concours Lépine, cette espèce de côté concours Lépine de l'amendement le plus débile ou de celui qui te montre que j'ai au moins compris le numérique. Là, on a un beau festival, en vrai. Ça a commencé avec l'histoire des VPN, mais je pense quand on aura fini Si sur vous le voulez tour, on nous s'apercevra décrire que l'histoire des VPN, que tout le monde sache de quoi on parle. on s'est dit qu'on allait interdire aux gens d'utiliser des VPN pour les mettre en sécurité, quoi. Donc ça veut dire que tu as déjà pas compris que le but d'un VPN c'était de mettre les gens en sécurité. Ensuite, que tu pouvais interdire un VPN. Ok, j'attends le détail technique de la procédure, ça va être drôle. Et David, est-ce qu'on n'est pas sur interdire les VPN pour l'utilisation sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a Ouais, pas cette nuance aussi. Oui, non mais enfin, alors pied dans la porte si tu veux. Moi à chaque fois on m'explique que tu sais c'est comme pour l'histoire du on va filtrer Internet pour le bien des gens, tu vois. C'est oui on va filtrer Internet parce qu'on va t'enlever les pédonazis d'abord, les terroristes ensuite. Puis à la fin on va dire oulala ça a l'air d'être du contenu piraté et puis oh tu sais ça suit pas la ligne du parti. Alors du coup on va peut-être pas te mettre dessus, on va attendre un peu, on va le baisser dans les résultats de Google. Oui enfin ouais. L'histoire comme j'ai dit il y a pas longtemps sur Twitter. L'histoire est faite de pied dans la porte enfoncée jusqu'à l'os. Bit vert done that. On nous a déjà fait le coup 200 fois, dans le numérique comme ailleurs. On trouve toujours des bonnes raisons de faire voter des lois de merde. Voilà. Moi, dans cette loi, le truc qui me trouble le plus, c'est quand même cette petite idée de faire des DNS menteurs sous prétexte de protéger la population du phishing. Mais on a déjà des DNS menteurs en plus, hein. La main rouge antiterroriste, c'était déjà ça, tu vois. Bon, un jour, on s'est mis à prendre tous les gens qui étaient chez Orange et à les envoyer sur une main rouge parce que les DNS mentaient un peu trop, si tu veux. Et ils étaient devenus politiques, ils passaient leur temps à mentir. Et du coup, on s'est retrouvé avec ça. Et voilà, tu protèges pas grand chose. On finit par avoir des mauvaises solutions techniques
pour résoudre des problèmes qu'il faut résoudre à la racine. Ouais, moi j'avoue que DNS Mentor, quand on me le propose, c'est assez l'enfer. Donc là, c'est dans la loi, il y a des amendements qui te disent qu'on va aller contre. Bref, je vous propose de suivre le grand parcours du que va devenir la loi SREN, parce que je sens on n'est pas prêt d'arrêter de se fendre la gueule. Et pour être tout à fait sincère, j'ai commencé à voir les messages s'échanger sur les canaux plus privés, et tu sens que ça va être bien le bordel, là. Mais surtout qu'en fait, L'ambiance est vraiment dégueulasse. la bataille sur le DNS Mentor, à mon avis, elle est d'un autre ordre. C'est-à-dire qu'actuellement, tu as déjà un système de protection anti-phishing, il est intégré au navigateur. Ce que te dit le politique français, c'est je veux que ça dépende du politique français. Alors, je sais pas dans quelle mesure ça va pas se faire retoquer illico presto par des lois européennes qui vont dire attendez les mecs, je vous explique, c'est pas trop vous qui gérez ça, parce qu'il y a quand même des décisions communes qui ont été prises en Europe sur le sujet il y a pas très longtemps. Notamment avec le DSA, le DMA, alors, je sais pas dans quelle mesure, je suis pas le juriste de l'équipe, mais je sais pas dans quelle mesure ça va contre ce genre d'initiative locale. Mais le but, c'est quand même de coordonner les efforts au niveau européen. Donc, si tu veux, les tentatives de micro, comment dire, de micro filtrage d'internet pour rester poli, on risque, je sais pas dans quelle mesure ça risque de passer. Mais en vrai, c'est juste le politique qui te dit, je veux pas que ça dépende du navigateur, je veux que ça dépende de ma décision à moi. Ça me plaît pas que ça soit Google et Firefox qui décident Non. qu'est-ce qu'un site de phishing, quoi. Moi, l'histoire que j'ai eue, c'est que c'est pas le politique, hein. Moi, l'histoire que j'ai eue, c'est que c'est l'ANSSI, hein. Peut-être, je sais pas, à l'ANSSI, il y a des gens intelligents d'habitude, hein. Ouais, alors moi, ce qu'on m'a raconté sur la loi SREN et la partie cybersec de la Sécu, c'est qu'en fait, l'ANSSI avait fait sa lettre au Père Noël, c'est d'habitude, tu sais, ils demandent tout ça pour qu'on leur donne un tout petit bout, tu vois. D'accord. Mais Et je suis sauf pas que de là, ce que tu personne avait souhaites. relu la copie, sauf que là, personne avait relu la copie avant d'envoyer, tu vois. C'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. C'est comme, tu sais, c'est comme des films d'horreur sur les mauvais deals. Ah, parce que je veux un poney, je veux aussi une piscine, un château de Non, princesse. non. Les piscines, on n'a plus le droit. Ah oui, pas écolo. Ah oui. Une C'est piscine pas à balles. Non, mais ce qui est bien, c'est que si tu veux, depuis que je suis ado, la question de la réglementation du numérique est toujours aussi fandard, tu vois. C'est-à-dire que moi, ado, j'étais là, genre, non, mais c'est parce qu'ils sont tous vieux et qu'ils savent pas de quoi ça cause. Et en fait, moi, je pense qu'il y a un vrai problème de formation à qu'est-ce que la chose numérique et pourquoi des fois, putain, c'est pas une bonne idée, quoi. Alors, Et je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une tribune sur pourquoi il faut un ministre de plein exercice du numérique. Donc, on nous a donné un ministre délégué, ce qui n'est pas un ministre de plein exercice, vu qu'il n'a pas sa propre administration. Ça va dans le bon sens, mais on n'y est pas, quoi. Et en fait, c'est exactement ça. C'est le numérique, mais c'est le truc des jeunes qui innovent, tu vois. Et là, Est-ce que c'est attends, c'est on a un juste un président. sujet de la chose numérique ou c'est un sujet de comprendre peut-être pourquoi a été créé Internet et quelles étaient ses valeurs qui ont présidé, tu vois, au tout début? Alors, oui, mais en fait, si tu veux, au-delà de ça, le problème, c'est que t'as pas de gens dans l'appareil d'État, il n'y a pas une organisation, une administration dont le but est de comprendre le numérique, de payer des gens pour comprendre de quoi ça s'agit et pourquoi et dans quel sens. Il y aurait des gens qui pourraient devenir ça, tu vois, la DINUM pourrait devenir ça, typiquement. Il y a un bout de la DGE, Direction Générale des Entreprises, dont c'est le job, tu vois. Mais en fait, il n'y a pas de gens dont c'est le boulot. Et en fait, comme t'as pas un ministère de plein exercice, c'est pourquoi? C'est parce que, en fait, mais tu vois, c'est encore ce truc, enfin, tu vois, c'est Internet, le machin des jeunes, quoi. Et en fait, à un moment, tu fais, mais les gars, les 10 boîtes les plus grosses et fortunées du monde sont des boîtes du numérique. Et puis de très très loin. Et tu vois, enfin, j'ai encore eu une discussion l'autre jour avec un député plutôt cohérent. Et je lui disais, enfin, tu vois, c'est comme quand les gens te disent, Tesla, c'est la start-up qui monte. Les mecs veulent 3 ou 4 fois la valeur de General Motors. Ah bon, Tesla a dépassé General Motors? Ou tu vois, c'est quand François Hollande rencontre Elon Musk, tu vois. Ah oui, you're the man with the rocket. Oh, c'est le mec qui est en train de foutre par terre Ariane Espace, gros. Enfin, est-ce que tu peux pas 2 minutes te poser la question de ce que tu glandes, quoi? Et non, il y a un vrai sujet qui est, mais c'est jeunes qui font Internet, tu vois. C'est pas un truc de jeunes, c'est un truc genre c'est le monde, tu vois. Enfin, c'est là ouais. où est le pognon, c'est là où est le futur, Alors, c'est là où est tout, quoi. Je te rappelle que le truc des jeunes, selon notre président, et il l'aime, c'est les jeux vidéo. Notre président C'est aime pas les jeux TikTok du vidéo, coup, et David, c'est les jeux vidéo. c'est ça. Alors, on verra ça dans 2 semaines, s'il te plaît. On fera notre priorité, ça dépendra. Il y a peut-être une TikTok conf, alors du coup, il nous écoute pas que les TikTok, ça t'irait. Non, mais moi, il y a un truc qui me choque, entre guillemets. Ça rejoint un peu ce que disait Julien. Ça m'intéresse d'avoir son point de vue sur le sujet, parce que je pense qu'on a le même côté vieux briscard
là-dessus. C'est globalement, moi, j'étais déjà journaliste à l'époque où on a fait d'Advi, Adopi et compagnie. C'était déjà des sujets qui étaient très suivis par les rédactions numériques qui étaient naissantes à l'époque. Et je trouve que à l'époque, quand nous on est passé de PC Impact à Next Impact, alors personne n'avait compris, mais pour moi le sens de ça, c'était d'expliquer que le numérique était partout, il était plus juste dans le PC. C'était plus quelque chose qui était propre à l'ordinateur. C'était vraiment quelque chose qui était diffus dans la société, qui allait se diffuser de plus en plus dans la société. Euh, et à l'époque, la chose numérique intéressait quelques geeks, mais qui a réussi à se mobiliser dans des moments comme le vote de la loi Adopi, le vote de la loi d'Abdi, où nous on faisait des audiences de dingue parce que tous les gens qui s'intéressaient à ces sujets-là étaient en train de suivre en temps réel les débats à l'Assemblée et compagnie. Voilà. Maintenant, j'ai l'impression que le numérique est partout et que tout le monde s'en branle. C'est-à-dire que globalement, on voit quand même des choses qui évoluent, franchement, dans le bon sens un peu partout sur toutes les sphères du numérique, que ce soit les influenceurs qui se prennent pour du télé-shopping, en passant par les lois qu'on essaie de faire voter. Et comme tu dis, Julien, le fait qu'on oublie quel était le sens d'Internet. C'est comme quand les gens t'expliquent que le Web 3, c'est la décentralisation. Les mecs, Internet, c'est distribué from scratch, quoi, tu vois. C'est super de découvrir qu'on peut faire des choses distribuées, mais en fait, ça a été pensé comme ça au départ. C'est comme Ouais, pour mais l'email. c'est plus ça. Oui, mais alors ça, C'est plus mais ça. la conception d'Internet est toujours ça. L'usage fait que, tu vois, c'est moi ce que je dis souvent. C'est une fois j'avais fait un article sur la distribution et sur les réseaux distribués. J'avais expliqué que même si Internet reste distribué, t'as Facebook, t'as Gmail, si tu veux. Et donc, mais l'usage, parce que l'homme est grégaire, on pourrait dire que l'homme est un truc qui pourrit, qui touche, mais globalement, l'homme est grégaire, il aime bien se regrouper, il va sur des plateformes, et il va sur les plateformes de ses copains parce qu'il retrouve ses copains. Et si tu lui dis, mec, tu peux gérer ton serveur web toi tout seul, il va dire, ouais, mais non, en fait, bon, il a un peu raison sur le serveur web, hein, mais, parce que c'est compliqué. Mais tu vas avoir une tendance naturelle au regroupement, et vu que tu mondialises tout, bah, du coup, tu vas avoir des plateformes mondiales. La question, c'est comment tu arrives à garder quand même ce côté décentralisé, distribué, whatever, mais malgré cette mondialisation des usages. C'est ça qui est compliqué en ce moment. Maintenant, je pense que effectivement, t'as quand même, c'est comme quand on t'explique que les jeunes, les jeunes savent utiliser Internet et le numérique. Je suis toujours en désaccord avec ça parce qu'en fait, si tu veux, si on est passé de jeunes à une époque qui s'intéressait à l'informatique, moi quand je me suis intéressé à l'informatique, je lisais le bouquin MS-DOS quand j'avais 12 ans, quoi. Et maintenant, un jeune, il fait du TikTok toute la journée. J'ai pas l'impression que ce soit la même chose. Pas que je juge que c'est mieux de faire ci ou ça. C'est juste que tu t'intéresses pas au numérique quand tu fais du TikTok toute la journée, que tu scrolles des vidéos à la con de chat. Et c'est dommage parce que l'usage du numérique majoritaire, c'est ça. Alors qu'on pourrait faire beaucoup plus, que l'outil informatique pourrait être un outil et pas juste un moyen de consommation. Et c'est ce qu'on dit depuis, enfin, ce qu'on est nombreux à dire depuis longtemps, c'est Internet, c'est devenu une espèce de gros centre commercial où en fait t'es là pour être un consommateur pur, quoi. Et tout est organisé pour ça. Et on te fait des grosses plateformes de consommation, que ce soit de consommation gratuite, de contenu rigolo, ou de ta famille, ou de tes amis. Mais et je trouve qu'on est, on s'en fout globalement à cause de ça principalement parce que c'est devenu une espèce d'outil du quotidien qui est devenu transparent, mais qui est pas forcément perçu par beaucoup comme l'outil politique qu'il est. C'est-à-dire que t'as quand même eu tout le passage sur les révolutions des divers printemps, etc., où t'avais bien Internet avait bien un rôle, tu vois, politique, en tout cas. Oui, et d'ailleurs, dès que ça chauffe quelque part, première action, on coupe. Oui, aussi. Mais Quentin a raison sur un point, c'est-à-dire que effectivement, il y a une époque, on voyait Jacques Chirac qui découvrait un ordinateur et oh là là, c'est le mulot, tu vois, la souris, clic clic clic, les pubs. Et effectivement, on a passé cette étape. Normalement, maintenant, on a à peu près des digitales natives, mais non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Regarde les politiques. Ils sont peut-être naïves, c'est peut-être des digitales naïves, David. Je parle pas du Sénat parce que by design, c'est plutôt des personnes âgées, même si c'est pas forcément voilà. Mais si tu prends les parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont plus jeunes et pour certains plutôt presque de notre génération, en tout cas on est tous à peu près 30-40 ans ici, et il y en a certains qui sont de cette génération-là. Oui, ou de la tienne, pas de la mienne, David. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit 30-40 ans, c'est parce qu'il y a, je sais qu'il y a des 90 dans la salle, Quentin. Et donc, du coup, si tu regardes même dans cette population plus jeune-là, ils sont au fait du numérique, mais ils le maîtrisent pas non plus en tant que parlementaires et ils s'en saisissent pas majoritairement. Si tu regardes les parlementaires qui saisissent du numérique, c'est pas forcément les plus jeunes.
ceux qui le maîtrisent non plus, et ils sont que quelques-uns. C'est-à-dire que sorti d'Eric Bothorel, de La Tombe et de quelques autres, il y a personne qui Pas de s'occupe. lever, non. Oui, c'est ça. Ben, voilà, t'en as quelques-uns sur presque 600 députés. Catherine Morin-Desailly. Oui, qui est sénatrice pour le coup, mais et ça montre justement que tu vois la question de l'âge est pas forcément liée à ça, parce que même chez les sénateurs, tu as des gens qui ont toujours été très au fait du numérique. Mais après, Mais- ça pose aussi la question quelle est notre capacité à effectivement s'assurer que les réglementations qu'on instigue sont bien appliquées, parce que hormis des rondo-montades contre X, Twitter, Facebook, etc., est-ce qu'il y a des actions à un moment qui sont prises quand il y a quelque chose qui ne va pas Oui, mais après, Marianne Vestager colle régulièrement quelques milliards d'amendes. mais après la question, D'accord, on sait faire des amendes. Ok. non, mais Très bien. la question c'est aussi comment tu t'assures de pas voter des lois à la con. Si tu veux, quand tu t'aperçois qu'on en est encore à se dire on va bloquer le porno au moins de 18 ans parce que t'inquiète pas, on va trouver un moyen d'identifier les gens de moins de 18 ans sans les identifier. On va tourner en rond pendant 10 milliards d'années pour Moi- au final Pour les s'apercevoir autres, il y aura France Connect. Moi, franchement, l'idée de se munir de son numéro fiscal pour aller se branler reste pour moi l'une des grandes Ça me idées plaît des débuts de beaucoup cette aussi. Non, année. mais Voilà. Ça me plaît et en vrai, si tu veux, le problème c'est que c'est des luttes qui sont légitimes au départ, mais on en revient toujours à comment tu. Il y a un petit côté, j'ai eu une bonne idée ce matin en me levant, tiens, si on n'en faisait pas une loi, quoi. Et sur le sujet qui a quand même été traité par d'autres pays, enfin, l'interdiction du porno et de comment tu t'assures de la majorité des gens, c'est un sujet qui est compliqué, qui a déjà été traité partout ailleurs. Tout le monde a Non, c'est abandonné un parce sujet que qui a il été faut- traité en Australie. Oui. L'Australie Voilà. a voté le truc. Ils se sont rendus Et- compte que c'était une idée de merde. Ils ont voté Oui. le fait d'arrêter. Tu vois, genre. Et l'Angleterre, pareil. Et en vrai, la seule solution technique que tu vois à peu près qui pourrait s'en approcher, c'est si tu prends une carte d'identité, que tu la mets dans un dispositif local à ta machine et qu'elle dit oui, non, je suis majeur et que l'information reste localement. Mais on n'a pas la carte d'identité numérique généralisée, on n'a pas de lecteur généralisé comme dans certains pays. Donc, ce système ne peut pas exister. Donc, voilà. Mais je pense que d'une certaine manière, l'objectif des gens qui font ça, c'est de se dire peut-être que dans 10 ans, on finira par avoir un truc qui marche et du coup, on aura commencé à préparer des choses. Mais Mais en vrai, il y a tellement autre chose à faire sur le numérique de plus en plus. Tu sais si tu la faisais- carte estonienne est capable de faire ça? Bah, techniquement, à partir du moment où tu as une carte, une carte d'identité et que tu as un lecteur local, tu peux très bien avoir un dispositif qui dit majeur, pas majeur, et je renvoie que cette information, sans renvoyer d'autres choses. Maintenant, tu as quand même un majeur plus IP, quoi. Donc, est-ce que c'est un problème ou pas tu vois, potentiellement. Donc, à la fin, tu reviens toujours à comment tu permets de la réidentification et si tu interdis la réidentification en plateforme et au site, comment tu t'assures qu'ils le font. Une fois que les mecs ont récupéré l'info, bonne chance pour aller leur interdire d'utiliser. Du coup, Facebook, Google et toutes les plaintes et les procès qui se sont pris, qu'ils ont perdus depuis des années parce qu'ils ont tiré sur la corde, abusé des données et qu'ils ont fini par se faire choper, quoi. Mais David, tu mentionnais l'apathie ou l'indifférence actuelle au sujet du numérique et tu renvoyais à Adopi. Mais Adopi, c'était quand même un autre moment. C'est-à-dire que Adopi, il faut dire ce qui était, c'était s'attaquer au piratage. Et à un moment, le piratage, c'était quand même le nerf de la guerre pour la plupart des utilisateurs d'Internet qui considéraient qu'ils payaient un abonnement à Internet pour avoir quasiment, ce n'en est pas un, mais ce qu'ils considéraient comme un droit au piratage. Il n'y avait pas de plateforme de streaming, il n'y avait pas de Deezer, il n'y avait pas de Netflix, il y avait rien de tout ça. Aujourd'hui, les choses ont changé et peut-être que l'individu, le lecteur qui faisait du bruit et de l'audience à l'époque sur Adopi est assez égoïste et se désintéresse finalement un sujet de VPN qui aujourd'hui est peut-être plus niche. Oui, alors, bon, je sais pas, il paraîtrait qu'à une époque, le sujet des VPN, c'était vecteur d'audience. Voilà. En tout cas, d'argent. C'est les partenariats, ça, David. Mais Il en fait, y a un jingle là pour le partenariat ou pas? C'est ça. Non, mais bonjour, ma VPN. Non, mais si tu, enfin, 99. Mais justement, je trouve qu'Adopi est un bon exemple de ça. C'est-à-dire que Adopi, c'était une idée à la con, mais c'était, alors, tout à l'heure j'ai rigolé parce que je croyais que tu avais parlé de l'intérêt d'Adopi pour les droits d'auteur des journalistes. Non, Pardon. Non. Private joke. Non, mais alors pour le coup sur Adopi, tu vois, l'idée d'Adopi, c'était de dire, il y a des gens qui proposent la licence globale, faut qu'on leur fasse fermer leur gueule, qu'on trouve autre chose.
Et Adopi a montré que c'était une faillite totale dans tous les sens. Et je pense que entre le coût d'Adopi, l'efficacité d'Adopi, je pense qu'on a déjà tout démontré. Et ça a donné des bons exemples aussi de quand le public confie des missions comme ça au privé, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a pas grand-chose, mais ça coûte de la thune. Et donc du coup sur Adopi, je trouve que ce qui a mis un point final à l'intérêt d'Adopi, c'est justement Netflix et consorts. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait le piratage avait moins lieu? C'est parce que tu avais une offre qui correspondait aux besoins, à la demande. Et c'était hyper simple. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est quand tu regardes le débat historique d'Adopi, c'était on ne veut pas de la licence globale. Et qu'est-ce que c'est Netflix? C'est une licence globale privatisée. C'est-à-dire que globalement, tu as un acteur américain qui a dit... sur laquelle on n'a aucune maîtrise et qui du coup est un impact culturel monstrueux, ingérable mondialement. C'est-à-dire que tu as un acteur mondial américain qui a dit, en fait, moi je vais faire un abonnement à 10 balles, vous allez avoir accès à tout, petite étoile, parce que forcément ils n'ont pas tout, mais vous n'aurez pas le temps de tout regarder, donc pour vous ça sera déjà amplement suffisant, et vous allez voir, c'est génial. Et effectivement, ça a rencontré son public, et ça a donné des œuvres majeures, des œuvres un peu plus pourries, mais en vrai, ça a marché. Tu veux nous parler de ton addiction aux téléréalités de seconde bienvenue sur ta cassette, David. Pour moi, ça fait partie des bienfaits majeurs. Allez tous regarder l'Ultimatum sur Netflix, c'est cadeau. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que d'une certaine manière, ça a montré que en fait la réponse qui était la licence globale a fonctionné, mais qu'elle n'a été autorisée entre guillemets par les ayants droit qu'à travers une licence globale privée et limitée. Maintenant, vous en pensez quoi, vous, chez Deezer, de cette histoire de licence globale sur la musique? Je suis pas sûr que je puisse commenter ce genre de choses. Après, voilà, je pense que le monde de la musique a été meilleur que le monde de la vidéo à la demande, parce qu'aujourd'hui les catalogues ils sont quand même à peu près uniques, que t'ailles chez un concurrent ou un autre, tu retrouves à peu près les mêmes tracks, ce qui est pas du tout le cas quand on voit la fragmentation des plateformes vidéo aujourd'hui. Donc là, je pense qu'on a été plus malin. L'archi-fragmentation même. C'est-à-dire qu'il y a une pratique différente. C'est-à-dire qu'à une époque, il y a une série sur Netflix d'ailleurs qui s'appelle Blockbuster qui te raconte l'histoire, qui te raconte l'histoire du dernier. En gros, tu peux louer des vidéocassettes dans un patelin américain. Si tu veux, quand t'allais chercher tes cassettes vidéo dans ce genre de boutique, t'avais tous les films, si tu veux. Et quand t'allais dans un concurrent, t'avais tous les films, mais loués par un concurrent. Quand tu vas chez Netflix, et c'est à mon avis l'erreur stratégique qu'ont fait toutes les plateformes, c'est qu'en fait chaque mec qui avait 10 droits dans son catalogue ou des gens qui en avaient plus comme Disney se sont dit Netflix ça va te faire de la thune, mais ils m'en prennent, peut-être que je pourrais faire ça tout seul. Ils se sont dit je vais faire mon Netflix. Et du coup tu te retrouves avec 20 plateformes qui chacune n'arrive pas à bouffer parce qu'elles voulaient faire un Netflix. Oui, mais ça va se concentrer dans le temps. Oui, Netflix c'est clairement le petit poussé de la bande parce que les boîtes qui sont à côté sont énormes. Et donc, en fait, l'histoire, c'est qui bouffera Netflix. Amazon est très bien placé. En plus, ils ont déjà Prime, etc. Disney a son propre contenu et petit à petit, ils bouffent la Paramount, HBO et compagnie. Donc, ils sont lancés. Apple est parti en mode, on va faire notre propre contenu. La réalité, c'est que c'est une blague, ça finira par merger avec d'autres. Et donc, en fait, je rappelle que les dernières rumeurs, c'est Apple qui essayerait de se rapprocher de Disney, quand même. Et j'adorerais ça. C'est-à-dire que c'est quand même le CEO d'Apple a vendu Pixar à Disney et donné l'idée d'acheter Marvel. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Steve Jobs avait créé Pixar. Je vous invite à lire sa bio pour savoir comment la démo technologique d'une boîte de soft est devenue un super studio de film. Et le mec avait dirigé 2 boîtes et en fait, à un moment, il s'est dit putain, c'est chiant de diriger 2 boîtes, Pixar et Apple. Et il a été vendre Pixar à Disney en récupérant un siège au board. Et c'est lui qui a eu l'idée de dire mais on a besoin de contenu. Nous, on est du contenu, on a besoin de contenu pour un peu plus âgé. On va acheter Marvel et on va juste mettre notre force de production sur l'histoire. Et c'est comme ça qu'ils ont acheté Marvel et qu'ils ont fait le MCU qui est un succès commercial absolument complètement délirant. D'ailleurs, ton t-shirt là aujourd'hui, c'est un t-shirt Avenger? Non, mon t-shirt aujourd'hui est un t-shirt Dries Van Noten. Mais là où je rejoins Denis, c'est que tu vois, par exemple, effectivement, il y a une différence de pratique historique dans le monde de la musique et dans le monde du contenu vidéo, mais ça a été possible aussi parce que la force publique ne s'est pas donné les moyens de dire, si vous vendez des plateformes, si vous êtes une plateforme de location de SVOD, de plateforme de location par abonnement, si vous avez du contenu, vous êtes obligé de le proposer aux autres
dans telles conditions. Tu vois, peut-être pas forcément tout de suite, mais comme on a une chronologie des médias pour les contenus du cinéma qui passent sur différentes plateformes, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire à Netflix, si vous avez un contenu propre à Netflix, au bout de 6 mois, il doit être disponible pour tous les concurrents et vous êtes obligé de proposer votre contenu à qui vous le demande. Ça, à mon avis, c'est comme ça que ça va finir. Hein. Oui, mais légalement, on l'a pas fait, et donc, du coup, on se retrouve, je fais des plus comme ça. Légalement, on n'a pas fait ça, et donc, du coup, on se retrouve avec des plateformes très différentes qui vont effectivement mettre 5 ans pour la plupart à crever et à donner autre chose, mais pendant 5 ans, on va se retrouver avec des situations merdiques où, en fait, la seule solution, c'est de finir à financer Canal et Bolloré, désolé pour, voilà, parce que c'est les seuls qui vont te proposer un abonnement unique avec Canal, OCS, Netflix et compagnie. Alors, t'as aussi les FAX qui font un peu ça, notamment sur Netflix, ils ont des offres qui sont pas mal sur le sujet, mais enfin, sans vouloir faire de pub, hein, mais globalement l'offre est intéressante. Et donc du coup, on se retrouve avec une situation qui s'était améliorée à la fin d'Adopi pour effectivement donner des Netflix et des plateformes un peu où tu retrouvais ce côté abonnement sans publicité, des choses vraiment qui correspondaient aux besoins qui étaient exprimés par les utilisateurs, les internautes. Pas à quelque chose qui est très fragmenté, sur lequel tu revois de la publicité revenir pour faire des offres pas chères, pour faire augmenter les prix des offres des offres d'entrée de gamme et compagnie. Et donc tu retombes dans une espèce de travers où là aussi, comme sur le reste, c'est un retour en arrière qui est assez détestable dans les pratiques. Moi, je suis heureux que mon fils ait jamais connu la publicité à la télé. Il sait même pas ce que c'est. C'est-à-dire que il met jamais la télé linéaire, il regarde Netflix, il regarde Disney, il regarde des choses comme ça. Et jamais il voit ce que c'est une publicité. Et j'en suis content. Mais en fait, pour moi, si tu veux, l'enjeu, c'est surtout aussi comment tu crées de la diversité culturelle avec ces grosses plateformes-là. Et tu vois, même si dans la musique c'est bien, mais il se trouve que j'ai 2-3 trucs très niches que j'écoute, et ben en fait, ils n'existent plus. En fait, des artistes qui sont morts, dont personne gère très bien les droits aujourd'hui, machin, en fait, ils ont disparu. En fait. Et ça, c'est pareil, c'est à mon avis à la force publique d'organiser la manière dont c'est disponible à défaut. C'est-à-dire, si personne ne le fait, et ben dans ce cas-là, on les met disponibles sur gratuitement une plateforme ou je sais pas, mais on organise le truc collectivement. Si par exemple Apple, Deezer et Spotify blacklist Johnny Hallyday, c'est à la force publique de s'assurer que le patrimoine français ou comment on force les gens à écouter du Jean-Michel Jarre. Non, mais par contre, à l'inverse, je trouve que tu vois, on a beau critiquer les ayants droit français qui sont des espèces de grippe-sous qui cherchent à créer des rentes jusqu'à ce que l'on s'en suive. Globalement, il y a quand même dans le modèle français le principe de la diversité culturelle qui a été notamment d'imposer dans la bataille sur la chronologie des médias d'avoir des portions de contenus qui sont locaux. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la chronologie des médias, parce ça fait plusieurs fois qu'on en parle, la chronologie des médias, c'est en fait que quand tu releases un film, une série, un téléfilm, whatever, tu as un moment auquel il est releasé au cinéma, s'il fait une sortie cinéma, ou alors à la télé s'il fait une sortie télé, et en fait les dates à laquelle le truc peut sortir en DVD, en SVOD, en machin, etc., ou peut être diffusé en prime time à la télévision sans pub, sont en fait définis par la loi. C'est-à-dire que tu ne peux pas, par exemple, sortir un film au cinéma et immédiatement le mettre sur une plateforme de SVOD, parce qu'il faut que les cinémas aient le droit de vivre, et donc du coup, la plateforme de VOD ne peut pas diffuser le film avant X temps. Et en fait, c'est comme ça que la chronologie des médias permet de réglementer qui a accès à quoi. Et ça dépend notamment aussi de qui cofinance le film ou pas. Comme ça incite les plateformes à cofinancer les films pour pouvoir les diffuser plus tôt sur leur plateforme. Oui, parce qu'en fait, toutes les télés ou plateformes sont tenues par la loi de financer. En fait, par exemple, il y a des Sofika Netflix ou pas? Alors ça s'appelle une action peut-être, Julien. Je sais pas. Je suis navré. Non, mais en fait, moi je suis un peu gêné. Est-ce qu'on considère vraiment que la chronologie des médias, telle qu'elle est aujourd'hui, en 2023, est une bonne chose? C'est difficile de dire c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je pense. Elle a ses avantages et ses inconvénients, mais... J'ai le plaisir d'être un invité très régulier du club de l'audiovisuel, donc c'est un sujet dont j'ai pas mal parlé avec les gens qui font le pognon en fait dans l'audiovisuel et qui financent tout. Et en fait, clairement pour eux, sans chronologie des médias, point de financement de l'exception culturelle française. Probablement mort des salles de cinéma. Les réseaux de cinéma, tu viens la chronologie des médias, c'est ma fiche Bouchkeda, on termine fin du game. Et sur le financement du film indépendant, c'est clairement ça. Netflix, ils financent pas des séries françaises par pure gaieté de cœur. Hein. C'est qu'ils veulent continuer à opérer en France, ils sont obligés. Hein. Ils sont obligés, oui, mais ça, on est bien d'accord.
Ils sont obligés de consacrer. On leur a, je parle sous contrôle, Quentin, mais on leur a imposé. C'était pas le cas quand ils ont débarqué en 2015-2016 sur le marché français. Parce qu'ils étaient au Luxembourg. On leur a imposé. Voilà. On leur a imposé. Ça a été négocié et voilà. Et dans l'histoire, Canal a fait baisser sa contribution au Cinoche, mais on a augmenté la contribution au Cinoche de France TV, M6, TF1. C'est pour ça que maintenant, ce qui n'arrivait pas avant, des fois, tu vois, M6 coprod d'un film. Je vous cache pas, c'est rarement du film d'auteur. Hein. En général, on est sur l'actualité bien poète. Mais après, chez M6, ils ont ce qu'ils appellent SND, qui est un studio un peu, mais le truc, c'est que si tu veux, la chronologie des médias, c'est facile de dire que c'est merdique et que ça serait beaucoup plus simple de prendre n'importe quel film et de le balancer sur n'importe quelle plateforme en temps réel parce qu'on a Internet et qu'il faut diffuser tout de suite. En vrai, une fois de plus, quand tu commences à parler du financement et de comment tu arrives à ce que tout le monde se rémunère sur la chaîne pour que justement ces œuvres puissent exister, c'est toujours plus compliqué. Je rappelle que les distributeurs font partie du financement de la plupart des films. Les distributeurs étant Pathé, Gaumont, etc., MK2, ils financent les films. Donc, tu vires la chronologie des médias, ces gens-là disparaissent. Hein. En 3 ans, t'as plus personne. Hein. Et c'est pas moi qui irais défendre les ayants droit et leur fatigue. Maintenant, je pense qu'il faut trouver une espèce de switch. Je pense que le problème de la chronologie des médias, c'est pas tellement la chronologie des médias, c'est comment elle est organisée. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des mécaniques dans la chronologie des médias qu'on appelle les fenêtres de diffusion qui font que, par exemple, quand un film passe à la télé, il est plus disponible sur les plateformes de VOD. Ça, en fait, c'est communiqué nulle part. Tu peux pas savoir que ce film-là, si tu le cherches, tu peux pas l'avoir sur une plateforme de VOD parce qu'il est sur TF1 en ce moment, et donc, du coup, dommage. Et donc, si tu veux, il y avait une tentative du CNC qui avait fait un moteur de recherche. Ça, c'est des tentatives complètement cons. Non, mais ça, c'est des tentatives complètement cons de la part de la télé de conserver une posture, machin. Mais les gens ne savent pas. Alors que vaguement, les gens connaissaient avant la chronologie des médias. C'est vrai qu'un film, il sortait là et il sortirait en cassette vidéo 1 an plus tard. Aujourd'hui, c'est plus court et tu les retrouves sur des plateformes de SVOD ou non de SVOD, machin. Et du coup, c'est le bordel. Et du coup, quand tu cherches un film, factuellement, tu le cherches comme un con. Et moi, j'ai tendance à regarder des trucs niches en ce moment, de films d'auteurs coréens des années 90, parce que, enfin, je suis recouplé avec quelqu'un, on se tape ce genre de délire. Mais putain, pour trouver le film, c'est l'enfer. Et il y a des trucs, c'est juste, genre, tu les trouves sur une plateforme de VOD hongkongaise chelou, et tu mets ta carte bleue pour les 3 €. Enfin, t'es là, genre, mon Dieu, tu vois. Et voilà. Effectivement, je pense que la question, c'est plutôt pas, c'est pas tellement quelle est la manière dont on organise la diffusion, c'est plutôt comment on s'arrange pour que le consommateur qui veut accéder à une œuvre puisse la trouver, comment on organise le fait qu'elle existe, qu'elle soit disponible, comment on organise l'information et la diffusion de l'information sur où la trouver, comment la trouver, et que ça soit pas des trucs un peu splités dans tous les sens, ou alors des gens non mais tu vois, le CNC avait fait un moteur de recherche à une époque, il voulait référencer que certaines plateformes et pas d'autres, et donc du coup tu avais la moitié des trucs qui étaient pas référencés, donc tu trouvais rien dans ce machin que personne n'a jamais utilisé du coup. Et donc si tu veux, c'est toujours le problème de ces sujets, c'est que t'as pas grand monde pour faire des vrais constats. Les gens qui vont à chercher des solutions ne sont pas forcément les personnes les moins intéressées à l'affaire, et donc c'est pas elles qui vont aller trouver les bonnes solutions. Et au final, ça donne des situations qui sont toujours merdiques. Et tant qu'on changera pas ça, on résoudra aucun problème. Et donc, tu peux avoir toutes les discussions de la Terre sur est-ce que c'est la chronologie des médias ou autre chose le problème. Voilà, c'est comme pour effectivement les œuvres françaises. Le problème, est-ce que c'est le cinéma français ou la manière dont on le finance? C'est compliqué d'y répondre, mais il faudra bien trouver une solution pour avoir autre chose que les tuches. Même si je raconte les tuches, mais un peu de diversité quand même. Nous, au moins, il nous reste une industrie cinématographique française. Ouais. Ce qui s'est fait complètement raser dans la plupart des pays européens. Donc, même si je suis parfois un peu circonspect, on peut dire que c'est pas si mal. Alors, regarde Netflix, et je trouve que c'est assez faux. Tu vois beaucoup d'œuvres européennes, et je trouve que c'est intéressant pour ça. Alors, moi, je trouve dans Netflix, outre mon goût pour la télé-réalité et ce loup, je trouve que dans Netflix, tu as une espèce de diversité régionale, entre guillemets, c'est-à-dire que tu as un accès à des œuvres allemandes, à des œuvres espagnoles, à des œuvres coréennes, à des œuvres japonaises, en VO, en VF et compagnie, que t'avais nulle part ailleurs avant. C'est-à-dire que t'avais pas ça sur des plateformes. Si, avant, on avait accès à Derrick. Oui, d'accord. Alors voilà, c'est ça. Effectivement, pour nous, la culture européenne, c'était Derrick d'un côté et Alerte Cobra de l'autre, tu vois, super. Mais voilà, donc si tu veux, je trouve que c'est intéressant pour ça, c'est-à-dire que ça te montre aussi ce qui se passe dans d'autres pays plus vite. T'as aussi des créateurs qui peuvent atteindre un niveau mondial de diffusion
alors que c'était pas le cas. Quelqu'un qui fait un film français ou une série française à succès peut avoir un succès dans le monde quasiment immédiatement. Pour ça, ces plateformes ont un intérêt. Maintenant, la question, c'est effectivement comment tu finis par lisser les œuvres pour plaire à tout le monde. C'est autre chose, mais. En tout cas, dans une société où, alors je termine juste là-dessus, où l'instantanéité et la gratification immédiate sont quand même la clé. C'est vrai que la chronologie des médias, c'est un peu atypique, pour le moins. Moi, je vous propose un truc. Soit je passe au sujet suivant, soit on embraye en faisant un mix-up de tout ce qu'on vient de dire, et chronologie des médias et diffusion culturelle de niche en géographie sur Pornhub, la pornographie à l'heure d'Internet. Je pense qu'on peut passer au sujet suivant. Oui, je pense. On peut enchaîner. On peut vite faire 8 heures. Là, je voulais être sûr de démonétiser la vidéo sur YouTube. c'est gagné. Sans problème. Bien joué. Non, sinon, on est toujours obligé de demander à l'invité de montrer ses parties génitales. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. Il y en a deux invités. Il y a deux invités, du coup. Je me sens. On n'a qu'à dire que c'est pas moi. Passons à nos amis de l'intelligence artificielle et à Vercel, là-bas qui vient de sortir un super outil qui s'appelle V0.dev. Exact. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu passer ça parce que c'est vraiment bluffant, en tout cas sur le papier. Donc il y a Vercel Labs qui a fourni un outil qui est encore en alpha fermé, donc faut encore, on va mettre un peu de temps à pouvoir jouer avec. Mais grosso modo, c'est un prompt, ni plus ni moins, et au bout de quelques prompts, on arrive à faire des UI qui sont assez belles. On peut voir aussi les évolutions. Ils ont un genre de showcase avec les gens qui ont déjà rejoint l'alpha. Il y a une liste d'attente pour rentrer sur la bêta. Pour l'instant, il va falloir faire confiance un petit peu à ce que dit Vercel et ce que met en avant Vercel, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer avec. On peut voir le code qui est généré, ça a l'air correct, et ça a l'air de bien fonctionner, ouais. Très bien. D'ailleurs, tu sais c'est quel modèle qui est utilisé? Parce que, en fait, sur le fond, générer du code qui fonctionne sur base d'un ChatGPT 4, par exemple, tu arrives à le faire correctement. Moi, j'ai une espèce d'outil no-code qui fonctionne sur la base de Clever, c'est-à-dire que j'arrive à générer un site et à le déployer sur Clever juste avec un prompt. Je trouve que là où l'outil Vercel est assez fort, c'est que notamment ils ont fait une interface où tu peux aller modifier juste un bout du code. C'est-à-dire, en gros, tu vas leur demander de te faire une page qui t'affiche, je sais pas moi, 4 images pour acheter des t-shirts de différentes couleurs, par exemple, et avec un champ de recherche. Et si le champ de recherche, tu veux des bords ronds, tu vas dire, tu cliques sur le champ de recherche et tu vas avoir un prompt où tu vas dire, cette partie-là du code, je veux que ça soit avec des bords arrondis, par exemple, et compagnie. Et donc, tu peux n'agir que sur des bouts de code. Et je trouve que la force de l'outil, elle n'est pas dans la capacité d'aller faire un prompt sur un modèle quel qu'il soit et d'avoir une réponse, parce que ça, a fortiori, tout le monde peut le faire. Et même s'il faut le modèle qui soit fine-tuné pour ce genre d'usage, c'est surtout la capacité que tu as dans l'interface d'aller ensuite adapter des morceaux des morceaux de la page uniquement, qui est vraiment impressionnante et qui, à mon avis, va donner des idées à tous les gens qui travaillent sur des plateformes no-code dans les semaines qui viennent, parce que c'est une manière assez intéressante de penser la conception des sites en no-code par rapport à ce qui se fait actuellement, je trouve. Yes. J'ai pas vu de mention du modèle qui est utilisé. Après, alors effectivement, on voit quand même la force. Enfin, le modèle est quand même bien fine-tuné, parce que si tu essayes de générer des UI aussi propres avec les modèles généralistes, enfin c'est une catastrophe, quoi. Enfin ça fonctionne juste pas. C'est pour ça que je te demandais c'était quel modèle, parce que après, si tu veux, moi dans l'IA de manière générale et dans l'IA en particulier, j'ai toujours tendance à me méfier des démos que je peux pas tester, parce que c'est toujours extraordinaire. Mais tu sais, c'est comme les gens qui... Côté ancien journaliste, ça, David. Oui, mais c'est comme les gens qui disaient, regardez, j'ai un modèle qui fonctionne super bien, puis qui utilisait des fichiers qu'ils avaient utilisés sur l'entraînement, quoi, tu vois. Forcément, ça marche bien, parce que ça a été entraîné pour ça, et ça connaît déjà les données. Donc, si tu veux, regardez à quelle vitesse on fait les analyses sanguines. Ouais, c'est ça. Par exemple. Mais non, et donc, si tu veux, je sais pas dans quelle mesure je sais pas, c'est pour ça que la question du modèle, à mon avis, se pose. Mais je te dis, pour moi, à la fin, même si,
un modèle qui réussira à faire ça, on finira par en avoir un dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, qu'importe, ça finira par arriver, c'est déjà écrit, on sait vers où on va. Par contre, la question, c'est comment tu arrives à rendre ces modèles utilisables au quotidien pour aller les permettre à des développeurs ou à des gens qui conçoivent des interfaces de pouvoir les utiliser au quotidien. Je dis, moi, ce que je trouve intéressant dans V0, c'est ça, c'est cette capacité que ça a à avoir pensé l'interface différemment pour le prompt, c'est-à-dire te dire, pas juste tu vas aller générer un prompt, mais tu vas aller voir des bouts d'interface. Je sais pas si d'autres outils avaient fait ça avant, moi je l'avais jamais vu, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était ça qui était vraiment impressionnant dans la démo pour le coup, surtout que, comme tu dis, le code généré est plutôt efficace. En tout cas, pour ce qui est montré après, on verra quand on va tester, mais moi, je trouve que ça va très très vite. Hein. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que ça aille aussi vite l'arrivée de l'IA dans le code, et je trouve ça assez impressionnant la vitesse à laquelle ça va. Et c'est surtout que t'arrives à déjà. Alors, par exemple, chez ChatGPT 3.5 était pas très intéressant d'un point de vue code. Moi, j'avais fait des essais, c'était pas génial. J'utilise GPT-4 sur du Go, sur du Bash, du Rust. Ça marche un peu moins bien sur Rust, mais sur des langages très bien documentés qui ont déjà un peu de bouteille, ça marche très bien. Essayez pas sur du Zig ou du V, parce que globalement, c'est trop récent, la doc change tout le temps, et donc du coup, ça maîtrise assez mal. C'est assez marrant parce que au final, ça fait que de la stat sur du code, et donc ça devrait pas réussir à générer du code fonctionnel de cette manière-là. Bon, après, ChatGPT a été fine-tuned de manière assez spécifique, donc notamment pour le code. Et les bases d'entraînement qu'on a côté GitHub avec Copilot, peut-être pas mal aussi à faire des modèles qui sont dédiés là-dessus. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans le monde de l'IA, c'est la capacité que tu as à avoir une révolution par semaine. C'est-à-dire que, tu sais, on a souvent dit, Internet, c'est l'accélération. C'est-à-dire, on a des révolutions qui se produisent de plus en plus vite. Là, c'est toutes les semaines. C'est-à-dire que t'as des nouveaux modèles, des nouvelles quantités impressionnantes de paramètres. Je crois qu'on a Falcon 180 milliards de paramètres qui est sorti. Enfin, voilà, je trouve que c'est la vitesse à laquelle ça évolue, et où tout ce que tu sais est invalidé de semaine en semaine. C'est-à-dire, c'est même pas de mois en mois, de trimestre en trimestre, c'est de semaine en semaine. Tout ce que tu sais est à réapprendre. Et c'est ça qui m'impressionne là-dedans. Ce qui rend aussi ça difficile à suivre, notamment parce qu'il faut prendre le temps de faire le tri, et que prendre le temps de faire le tri quand le monde papier un peu technique te prend 4 jours à lire, en tout cas, moi, c'est assez compliqué. Enfin, quand je les comprends en plus. Donc, c'est vrai que oui, mais alors, autant ça a été très compliqué, autant t'as sorti une démo aujourd'hui. Oui, bah oui, voilà, bon, après la démo se base sur un modèle existant, donc pour le coup, j'ai pas fait un gros boulot d'IA, mais effectivement, on a du low-code qui fonctionne sur la base de Clever. Tu vois. Et c'est codé en V en plus. C'est codé en V. V, c'est l'avenir, V, c'est le futur. Faites du V. C'était pas une série qui passait il y a quelques années là, avec une méchante très méchante qui mangeait des souris, non? Mais ça trouve, le langage V a été inventé par un reptilien, je sais pas, mais je trouve ce langage génial, quoi qu'il en soit, n'importe quelle personne qui essaiera tombera amoureux, donc allez-y, essayez tous et tombez amoureux. Surtout toi, Quentin, parce que depuis que je t'en ai parlé, t'as toujours pas essayé, je trouve ça scandaleux. Alors ça, par contre, c'est scandaleux. Je suis d'accord avec toi, c'est parfaitement scandaleux, c'était prévu. J'ai même réussi à convaincre Steven de réussir à en faire. Là, il a fait des outils en V cette semaine. Mais t'es sûr, David, parce que est-ce que le t-shirt avec, en fait, c'est pas un A de Avenger, mais c'est peut-être des V, en fait. Je sais pas. Oui, oui, mais il a quand même pas testé, donc il pourrait l'avoir en t-shirt, que ça changerait rien, tu vois. L'autre outil dont on voulait parler en IA, c'était un truc qui s'appelle Agent. Oui, bah là encore, hein, c'est même principe. Hein, c'est des gens qui montent un truc révolutionnaire incroyable, mais t'as une bêta qui est pas du tout ouverte. Donc bah du coup, voilà, t'es un peu obligé de leur faire confiance. C'est donc la démo, c'est sur un tweet. C'est une personne qui a testé le truc, qui parle pendant 30 secondes pour ne rien dire. Puis au bout de 30 secondes, en fait, on revoit le même clip vidéo, sauf que ça a changé de langue. Il parlait en anglais et après il se met à parler dans un français un peu québécois, mais somme toute très compréhensible. Et surtout, ils ont aussi modifié son visage pour que le mouvement des lèvres corresponde à ce qu'il dit. Donc c'est sur le papier, ça a l'air assez intéressant. On a envie de tester. Donc du coup, la première chose qu'on fait, c'est on va sur le site et puis là, il t'explique qu'en fait, ça c'est la version payante. Et que les versions qui sont gratuites que tu peux essayer sont finalement assez décevantes. Donc bon, voilà. Mais par contre, on est d'accord que l'outil. Alors moi, j'ai pas essayé de le tester, mais du coup, parce que j'ai vu pas mal de personnes faire des démos de ce truc, donc on est d'accord que la version payante te permet de tester leur outil.
Oui. Ouais. C'est pas fermé. Il faut juste passer. Moi, je me suis posé la question de à quel point c'était en temps réel parce que, comme je l'avais dit sur Twitter, j'avais fait un tweet où j'avais rappelé qu'il y avait des démos déjà de traduction temps réel avec notamment modification des mouvements d'élèves qui avaient été faites par Nvidia l'année dernière pour montrer les démos d'un outil. Alors chez eux, ça s'appelait Maxine à une époque, ça a changé de nom 4 fois entre temps, mais globalement, ils avaient une stack software dédiée à ça. Qui était développée pour justement aller inciter un peu les développeurs à aller dans ce sens, à aller faire des outils qui font ça, mais qui était pour le coup fonctionnel en temps réel. Alors c'était moins fiable au niveau du mouvement d'élèves, c'était un petit peu plus, mais bon, ça la démo à 1 an et demi, je crois, quelque chose comme ça. C'était un peu moins précis, mais par contre c'était déjà en temps réel à l'époque. Et je me demande dans quelle mesure tu arrives à faire cette quantité de calcul en temps réel, et surtout à quel point c'est jouable d'appliquer ça en masse, parce que ce que je dis souvent sur Siri, c'est que ChatGPT c'est bien, mais tu mets ça dans Siri, dans le téléphone de n'importe quel mec qui a un iPhone ou un Android, la masse de calcul nécessaire au niveau planétaire en temps réel, bon, je suis pas sûr que quelqu'un puisse la tenir, mais effectivement, c'est avec la réduction des modèles qu'on verra plutôt ces usages diversifiés. Mais si déjà on arrive à faire des choses comme ça de manière accessible à tous, ensuite en temps réel et ensuite qu'on peut les massifier parce que les modèles arrivent à devenir locaux ou à devenir plus légers, ça sera une bonne chose. Mais une fois de plus, là-dessus, la ligne est tracée tout droit, on voit vers où ça va. C'est une question de temps maintenant. Yes. Et du coup, David, ça tombe bien parce que côté Siri, il y a toujours pas de nouveauté en termes d'IA. Je sais que ça t'a peiné longuement, mais ça fait 2 conférences Apple où je me dis que, alors techniquement si, ils ont quand même annoncé des introductions des utilisations de modèles dans iOS 17 pour l'écriture et compagnie. Moi au clavier, alors pour l'instant, je crois que la version finale de iOS 17 n'est pas sortie. Moi je suis passé dessus. Je te laisserai un message vocal, David, et comme ça tu me diras si la transcription passe bien. Ouais, alors j'ai pas testé les transcriptions, mais par contre, tu sais, quand t'écris maintenant, c'est censé utiliser un LLM pour te faciliter les mots que tu utilises ensuite. J'ai pas été spécialement convaincu pour l'instant, mais j'ai pas testé outre mesure non plus. Mais c'est vrai que je trouve que le retrait d'Apple sur ce sujet, alors qu'ils ont été faire des kékés sur des casques Vision Pro et sur du titane, m'interroge. Le titane va sur Mars quand même, David, s'il te plaît. Après, j'attends de voir si c'est pas reculé pour me sauter. On verra ce qu'ils annonceront. Il y a des rumeurs sur les modèles qui sont en train de tourner chez eux en ce moment. Bon, voilà. Je suis étonné qu'ils soient pas plus vocaux sur ce sujet, en tout cas sur le sujet de l'IA, pour le moment. Maintenant, je pense qu'on n'est pas encore à cet instant où tu pourras avoir un chat GPT utilisable avec Siri, en tout cas avec la masse d'utilisateurs qu'il y a derrière un Siri. Moi, j'ai déjà fait, tu peux déjà faire des raccourcis qui utilisent ChatGPT. Moi, j'ai utilisé, alors en interne, on utilise le function as a service de Clever déjà. Et moi, j'ai fait une petite fonction qui va me chercher, qui prend un texte et qui me récupère une réponse dans ChatGPT. Et en fait, avec un raccourci, je l'ai rendu vocal. C'est-à-dire qu'en gros, j'interroge cette fonction Clever en vocal via mon raccourci et ça me répond en vocal dans l'OS. Et donc, ça fonctionne sur mon mobile ou sur mon Mac parce que ça passe par une fonction et donc ça dépend pas d'un binaire vocal. Mais voilà. T'es encore obligé de passer par des petites bidouilles comme ça pour que ça soit utilisable. Je pense que avant que ça soit natif au système, on a encore un peu de temps. Mais on s'en approche. Pour l'instant, les seules intégrations que tu vois un peu massives, c'est Microsoft qui te met un modèle dans Windows pour t'expliquer comment configurer ton écran, quoi. Je dirais pas que c'est pitoyable, mais on en est presque là. Dans tous les cas, j'attends de voir justement à quel point et où ça va vraiment impacter le quotidien. On voit beaucoup d'impact pour les gens qui font du code. Après, je pense qu'il y a un biais parce qu'on est entouré de gens comme ça autour de nous, mais je trouve que c'est très utile pour ça, c'est très utile pour de la synthèse de documents. Il y a tout un tas de choses où on voit déjà les révolutions en cours, même si on voit aussi que là, on a appris cette semaine qu'il y avait une boîte qui licenciait 2 tiers de son personnel parce qu'en fait, leur principal boulot, c'est de faire de la veille. Donc, ils se sont dit, bah tiens, on va automatiser tout ça avec des LLM. La révolution des plans sociaux, David. Oui, après, c'est toujours c'est un sujet compliqué, mais à chaque fois que t'as une révolution technique, voilà, sur l'automatisation de manière générale. Parce que c'est comme, il y a des gens qui t'expliquent que tu vas mettre moins de gens dans les usines parce que, tu vois, on a robotisé les usines il y a assez longtemps, on a remplacé plein de gens par des usines, dans les usines par des robots il y a assez longtemps. C'est juste que maintenant, ça va toucher aussi des domaines intellectuels. Je crois qu'il y a Guillaume qui avait écrit un billet intéressant sur le sujet.
qui comment maintenant on va avoir des classes entre guillemets supérieures qui vont être touchées par cette capacité à être synthétisées. Et que tu vois, on a été journaliste, toi et moi, pendant longtemps, c'est très bien qu'une partie non négligeable, même si certains confrères s'en défendent parfois, de ce travail consiste à aller prendre des articles anglais, à les réduire dans une synthèse française un peu mal faite. Approximative, pardon. Et à les diffuser pour aller coller de la pub par-dessus. Bon, ce boulot-là est un boulot qui n'a aucun intérêt et qui va être vite remplacé. Et plutôt que d'aller payer des Indonésiens à faire des fermes de contenu, on va payer des modèles à faire ça et ça coûtera moins cher. Ouais, enfin, faut quand même. Alors oui, mais faut quand même faire gaffe. Je sais que je vais probablement être le seul à avoir un Microsoft Edge avec une page ou un onglet qui nous sort les recommandations de Bing. Je suis dans les recommandations de Bing en termes de production de contenu ou d'articles recommandés, quand même assez consternantes. Et tu verras que mais bien, est-ce qu'elles sont pas éditorialisées? Moi, je sais que pendant une époque, j'avais régulièrement sur les recommandations de Bing parce que ça me parlait plus souvent de Cyril Hanouna que de ce qui se passait dans des parties du monde ou sur des sujets qui m'intéressent. Mais c'est voilà. Après, je pense que par rapport au contenu, la question d'automatisation va poser ça. C'est-à-dire effectivement, est-ce que dans quelle mesure on va être capable d'utiliser les algorithmes et les LLM pour aller générer du contenu, pour aller synthétiser du contenu, pour aller intéresser de manière générale et pas juste aller refaire des espèces de puits à audience débiles. Ça générera par définition pas du nouveau contenu, mais de la réutilisation de l'actuel. Non, mais pas fondamentalement. Mais en fait, là où je trouve ça intéressant, c'est que ça peut aussi aller faire de la synthèse de contenu. C'est-à-dire que tu vois, typiquement, moi, j'ai essayé de faire un truc et j'ai pas encore réussi à trouver un moyen simple de le faire. Tu sais, quand on était journaliste et qu'on essayait des cartes graphiques, quand Nvidia sortait un GPU, il te sortait ce qu'on appelle un white paper, c'est un document en anglais de 80 pages, dans lequel il t'expliquait tous les détails de leur puce. Bah, maintenant, tu files ça à LLM et il te fait un article, quoi. Et en vrai, dans quelle mesure c'est pas intéressant? Quand vous étiez journaliste Nvidia, Starfield, DLSS, c'est quoi cette transition? Jolie transition, mais est-ce que c'est un sujet Nvidia ou est-ce que c'est un sujet AMD? Je sais pas. Est-ce que vraiment j'ai envie de ce que je pense clairement sur ce sujet? Non, enfin, mais c'est bien que Starfield et DLSS, on va enfin pouvoir jouer à ce jeu aussi intéressant. Okay. Ça serait mieux si Starfield était un jeu un peu prenant, mais non, mais ça pose la question. En vrai, ça pose la question des partenariats des éditeurs au lancement. Qu'est-ce qui se cache dedans? Bah, je sais pas. Quelqu'un y a joué ici? Nope. Okay. Bah non, il n'y a pas de DLSS. Il n'y a pas de DLSS. Bon, ça marche quand même, je vous rassure, sans DLSS. Hein, vous en avez pas besoin. Alors, et surtout, je crois que ceux qui l'avaient jusqu'à maintenant, enfin, c'est peut-être sorti depuis, mais ceux qui l'ont. Est-ce que vous voulez expliquer aux gens ce qu'est le DLSS et du coup. Ça vaut peut-être le coup, oui. Alors, grosso modo, si tu prends une image plutôt que de la rendre en 4K et c'est tout l'an du cul, tu la rends en 720p, tu l'upscales en 4K, mais comme c'est une IA qui le fait, elle le fait bien. Des fois, elle le fait mieux que si elle faisait un rendu 4K natif, d'ailleurs. C'est assez drôle. J'avais ça, moi, c'était sur Control à une époque. Control, il y avait une partie de l'image qui était censée être floue parce que les mecs avaient, tu sais, t'avais des feuilles par terre, t'avais les lignes qui étaient un peu floues parce qu'ils s'étaient pas cassé le cul à faire des lignes bien nettes, si tu veux. Et ben, en fait, quand tu faisais avec DLSS, les lignes étaient nettes parce que DLSS, quand il upscalait, il voulait que les lignes soient nettes parce qu'il voulait que ce soit bien fait. Et donc, du coup, l'image était plus travaillée qu'elle l'était nativement. Mais grosso modo, ça, c'est upscale une image, mais par l'IA, et donc du coup, ça se fait de manière plus efficace parce que c'est rendu sur des unités spécifiques du GPU. AMD a fait depuis une solution similaire qui s'appelle FSR, qui est une solution qui utilisait pas l'IA au début, maintenant je crois que ça va être le cas, mais qui était un upscaling plus classique, mais qui avait l'avantage du coup de fonctionner sur n'importe quel GPU. C'est ça, y compris les GPU concurrents, y compris les APU, y compris etc. Mais qui était moins bien. Alors, et que tu retrouvais sur ta console. C'était ça aussi l'avantage. Alors, Julien Agé, qui est ici, va avoir un biais parce qu'à l'époque où FSR est sorti, il était RP chez AMD et nous étions dans des camps opposés à cette époque. Et maintenant, c'est plus le cas. On peut s'aimer d'amour en public, mais maintenant. C'est vrai, David, on peut faire ça. Alors qu'à l'époque, c'était plus compliqué. Il fallait qu'on se déteste de temps en temps parce que je disais du mal et
trouvé ça triste. Mais effectivement. Et tu chargeais sa chambre avec des chicken soup. Ouais. C'était encore avant. Mais voilà, donc l'idée c'est d'upscaler les images. Non, mais le truc qui était pas mal dans l'approche, évidemment, l'approche d'AMD, c'était pas basé sur des unités matérielles dans ton GPU, c'était pas de l'IA. On sait tout ça. Par contre, la réalité, c'est l'ubiquité de la solution. Tu la retrouves dans un parterre de jeux qui tourne, je dirais presque de ton smartphone jusqu'à ton PC 4K, 8K, whatever. Effectivement, aujourd'hui, tu peux lancer n'importe quel jeu et t'as l'option FSR même si t'as une GeForce. Donc c'est plutôt pas déconnant en fait en termes d'approche ouverte. Si AMD avait intégré des Tensor Core 5 ans avant, plutôt que de dire que c'était tout pourri avant d'avoir exactement la même idée. C'est autre chose par contre, David, effectivement. Qu'on aurait gagné du temps, parce que si tu veux, AMD t'explique pendant des années que l'IA c'est pourri pour en faire et t'expliquer que c'est sa nouvelle. Oh, je sais pas s'ils ont expliqué que c'était pourri, ils ont surtout expliqué que c'était pas forcément indispensable, tout ça. Voilà. À l'époque de DLSS, ils nous ont quand même dit, non, vous inquiétez pas, on va faire ça, mais on va le faire mieux, on n'aura pas besoin de l'IA. Si tu veux, ils ont fait pareil sur les CPU hybrides. Les CPU hybrides, pendant des années, ils ont expliqué que jamais ils feraient des CPU hybrides comme Alder Lake pour au final qu'on apprenne récemment qu'ils vont finir par en faire. Mais après, outre le côté troll et un peu rigolo de tout ça, moi, ce que je trouve intéressant dans DLSS, après tout, Apple fait des CPU hybrides, ça a pas l'air d'aussi mal se passer que ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas tellement leur idée au départ. Mais pour le coup, en fait, au-delà de cette question technique et de cette approche d'écosystème, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la techno existe. C'est-à-dire que effectivement, on est capable d'aller plutôt que de calculer une image en 4K, la calculer en 720p, la rendre en 4K et que on arrive approximativement au même résultat, alors plus ou moins bien en fonction des technos. On peut. Seulement Netflix pouvait utiliser ça pour pas nous servir de la bouillie de pixels. Alors, je te rappelle parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur que la Shield de Nvidia avait notamment une fonctionnalité qui permettait de faire de l'upscaling IA vidéo qui fonctionnait sur Netflix, Julien, et tu pouvais prendre un abonnement 1080p et pour avoir une Shield, je crois qu'elle est derrière moi d'ailleurs, pour avoir une Shield et avoir cliqué plusieurs fois upscaling IA, pas upscaling IA, j'ai jamais vu la différence. Pardonnez-moi, mon œil ne devait pas être assez aguerri. Stéphane Quentin, si tu nous regardes. Stéphane, oui, ou alors t'étais sur un CRT. Non, oui, c'est ça. Mais in fine, je pense que ce qui est intéressant, est-ce que l'IA a changé là-dedans, et je pense que c'est ce qu'on va voir de plus en plus, c'est la capacité que ça a changé là-dedans. Enfin, que DLSS, FSR, on s'en fout, même la technologie d'Intel. Moi, j'ai toujours été un défenseur de qu'importe la technologie, le bon outil pour le bon usage, et il y a toujours des batailles Enfin, tu peux toujours dire du mal de tous les constructeurs et toutes leurs pratiques. De toute façon, à mon avis, ils finissent tous par avoir des pratiques de merde dès qu'ils sont un peu leaders sur leur marché, et ils vont t'expliquer qu'ils veulent sauver la planète à chaque fois qu'ils sont challengers. Donc, mais au-delà de ça, pour moi, ce qui est important, c'est que ça a changé quelque chose. C'est-à-dire que avant, quand un jeu sortait, jouer dans les paramètres maximum ou en 4K ou dans des trucs comme ça, c'était impossible pour une carte de milieu de gamme parce que en fait, son GPU tenait pas le choc, quoi. Ce qui a changé DLSS et ses dérivés, c'est-à-dire le système XE, je sais plus quoi, chez Intel ou FSR chez AMD, c'est que maintenant tu te retrouves avec des cartes graphiques de milieu de gamme qui peuvent faire de la 4K ou des paramètres graphiques avancés, alors que c'était pas prévu au départ. Alors bien entendu, les éditeurs vont prendre ça en compte et ça va être encore plus compliqué de calculer des scènes de quelque sorte. Je suis pas sûr que les éditeurs ont beaucoup changé dans leur architecture aussi. Ils sont bloqués par les consoles. Ils avaient tous leur moteur 3D, machin, tout ça. Aujourd'hui, ils achètent tous le moteur 3D à l'extérieur d'un truc qui en fait fonctionne globalement partout, et tu décides juste comment tu le règles, et tu dis genre est-ce qu'on va déchirer tout, est-ce qu'on va pas déchirer tout. Là, je pense qu'on a un moment spécifique du marché où on a des moteurs très avancés type Unity ou Unreal Engine ou autres qui arrive à faire des choses impressionnantes. J'ai dit Unity parce que attention David, si tu prononces Unity, désolé, plus personne peut utiliser Unity maintenant, mais globalement, globalement, t'as des moteurs qui arrivent à faire du photoréaliste en réel de manière assez impressionnante. Mais on sait pas le faire encore dans les jeux parce qu'en fait, les jeux sont pensés pour les consoles, ou en tout cas sont pensés pour pouvoir tourner sur console, et les consoles n'ont pas encore ou très peu des solutions type FSR, donc du coup, on se retrouve avec un différentiel entre les consoles et les PC qui était déjà énorme. Désolé les consoleux, j'ai rien contre vous, mais c'est quand même assez réel, et qui augmente encore plus avec des technologies comme FSR. Mais je te fiche mon billet que je pense que, je sais pas si c'est déjà utilisé dans des jeux, je crois pas, que des jeux de console vont finir par intégrer du FSR, du DLSS et équivalent. Je crois que j'ai vu des rumeurs cette semaine comme quoi la prochaine Switch
serait avec une puce Ampere de Nvidia DLSS natif. Il y a aucun intérêt que ces technos ne soient pas intégrés dans des consoles. C'est le public parfait pour ça. Et je pense que on va se retrouver avec un gap en fait entre ce qu'on produit actuellement à cause des consoles actuelles par rapport à ce qu'on va faire dans des consoles dans 2-3 ans, qui va être assez fou. Ne serait-ce que parce que ces technos existent. Et donc voilà. Mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, ce qui est assez important à noter au final, c'est que IA ou pas IA, ça a permis de faire penser à ces technos, de les faire naître, de les faire devenir accessibles à tous. Mais c'est marrant, et à se démocratiser. Cette techno, David, qui consiste à rendre l'image à une résolution inférieure que celle qui est attendue. Ouais. En d'autres temps, 2004, on aurait appelé ça un cheat des drivers. On n'aurait pas appelé ça une fonctionnalité. Oui, mais je pense que cheat ou pas cheat, enfin, moi je me rappelle, il y a toujours un vieil article de Hardware.fr que je ressors sur ce genre de discussion, qui à une époque, je crois que c'était AMD qui avait cheaté sur la qualité des textures de Half-Life 2 Lost Coast ou un truc comme ça, et ça avait fait un scandale pas possible parce qu'il manquait 3 pixels de couleur à tel endroit, et c'était à raison parce qu'effectivement c'était un cheat. Pour moi, cheat ou fonctionnalité, ça dépend de la franchise que tu mets. Alors, si tu permets d'appuyer sur une option qui te dit ça va plus vite si tu cliques là parce que c'est une fonctionnalité. Si tu planques un truc que tu le dis à personne et que tu expères que ça se voit pas, ça s'appelle un cheat dégueulasse et tu mérites de te prendre attaquer pour ça. Voilà. Ouais. Ouais, oui, non, mais t'as raison sur l'analyse. Moi, je rajouterais juste une chose. Je sais que nous avons un point de divergence là-dessus, David, mais sur en tout cas le DLSS, il t'affiche systématiquement un rendu fadasse un petit peu délavé par rapport au rendu natif que tu reconnais en fait assez facilement. T'as cette espèce de patte qui est appliquée à ton rendu de jeu vidéo qui reste dans l'action, etc. Tout à fait acceptable. Il y a pas de problème. Simplement, tu reconnais cette griffe et tu vois que c'est pas tout à fait naturel. C'est particulièrement vrai avec Control, mais tu vas le voir dans un Forza Horizon. Moi, chaque fois que je lance Forza Horizon avec le DLSS, ça me crispe au moins les quelques premières secondes. Je suis certain, puisque le DLSS maintenant remonte à la 2080, qu'on en est à la 4090. Et c'est dérivé, je suis certain qu'il y a moyen de faire mieux, d'améliorer l'image. Oui, enfin, alors, on en est d'accord là-dessus. Moi, si tu veux, j'ai testé les premiers DLSS en écrivant que c'était de la merde à l'époque, parce que c'était de la merde à l'époque. Je pense qu'à partir de DLSS 2, il y a eu un gap et que DLSS 2 est une vraie bonne technologie. Que le 3, 3.5 et compagnie ont fini par améliorer un peu tout le système, moi, je remarque pas tellement de différence que ça. Et en vrai, je pense que quand t'es dans l'instant du jeu, c'est pas forcément quelque chose que tu notes outre mesure. Après, c'est un choix. Si tu veux, c'est comme tout. C'est comme régler ton jeu en high ou en medium, quoi. Ouais. En vrai, est-ce que tu préfères en high avec DLSS ou en medium sans DLSS? Mais en vrai, David, tu nous dis que c'est le joueur qui choisit, mais c'est GeForce Experience qui choisit pour toi. Hein. Non, mais alors, me lance pas sur GeForce Experience. Si tu veux que je redise c'est de la merde, encore une fois, dans cette vidéo. Moi, je... Et alors, moi, du coup, ma question est vis-à-vis de mon terminal. C'est ça que j'utilise. Oui, ça, c'est important. DLSS, pas DLSS. Alors, si tu veux, dans ton terminal, j'ai un outil qui s'appelle Jarvis avec un V majuscule. Tu lui parles et il te génère il te répond. C'est de l'IA, c'est trop bien et c'est en V. Voilà. Deuxième placement pour V. Si tu veux des outils dans ton terminal, je t'envoie ça tout à l'heure. J'ai un binaire, tu vois, c'est génial. Tiens, je vais t'envoyer un binaire, lance-le, pose pas de questions. Non, mais si tu veux, il doit te demander des droits admin, fais sudo devant. Tu fais sudo sur ton Mac, surtout. Curl by bash. Ah ouais, ne lance pas. Mais oui. Tu veux dire Kubernetes, Denis? Ah. Moi, on m'a dit que c'était le podcast des aficionados de Kubernetes ici. C'est pour ça que je suis venu, donc... C'est exactement ça. Ma technologie préférée. Tu sais, les mecs qui disent on fait du distributed. La réalité, c'est qu'il y a la PI server au milieu, le machin tombe, c'est tout baisé. On appelle ça un système distribué. Bravo. C'est à ce moment-là qu'on change de sujet pour parler des failles de Kubernetes, c'est ça? Non, ce que je viens de dire est quand même parfaitement vrai. Totalement faux. Tes conteneurs, ils continuent toujours à fonctionner. Ton serveur, ton cluster peut fonctionner sans API serveur. Tu peux plus rien faire dessus de différent, mais le cluster, il fonctionne toujours en fait. Oui. Donc tu fais de l'immutable infrastructure qui d'un seul coup devient très très immutable, quoi.
Ah, vous savez que V, par défaut, les variables sont immutables. Désolé. On parlait, Microsoft nous organise un événement le 21. Donc je pense qu'on va probablement diffuser cet épisode à peu près au 21. Donc là, on rentre dans ce genre dans délire où en fait on fait des prédictions pour un événement où on va être diffusé globalement en même temps que l'événement. Donc on peut passer pour des cons. Moi, je laisse Julien faire sur ce sujet. L'événement Microsoft, pourquoi ça existe et dans quel sens? C'est quoi le principe du truc? C'est vrai qu'on peut se poser la question, étant donné le contexte des annonces de ce soir, mais effectivement, Microsoft a priori réuni la presse le 21 septembre pour un événement qui sera probablement centré sur sa gamme de matériel Surface, donc ses tablettes, ses ordinateurs portables, parfois ses all-in-one. Spoiler, on imagine qu'il va y avoir du refresh. Je crois avoir vu des petits leaks sympathiques de belles machines, mais c'est aussi l'occasion pour Microsoft, a priori, de prendre la parole sur l'IA en règle générale. Et on nous dit que Microsoft aurait des annonces côté IA. On pourrait penser peut-être des nouveautés côté Windows, puisque c'est un événement grand public. On n'est pas nécessairement sur une audience très comment dirais-je B2B, donc peut-être qu'on aura des nouvelles de Windows 12 qui doit faire suite à un moment à Windows 11, David. Et je sais que tu as hâte, tu es excité. Bah, j'ai hâte qu'on finisse. Enfin, tu sais, c'est comme Windows 8, quoi. C'est-à-dire que j'ai hâte qu'on passe de Windows 8 à autre chose et de Windows. Oui, on a autre chose, quoi. Depuis une semaine, moi j'ai le dark mode dans Microsoft Paint. C'est quand même après 6 mois d'annonce, comme quoi c'était disponible demain matin. C'est arrivé la semaine dernière. Mais est-ce que tu peux retirer le background grâce à l'IA dans ton Microsoft Paint? Non, pas encore, parce que a priori c'est pas la bonne version. Là, j'ai juste le dark mode. Parce que ça, Apple, tu peux le faire. Oui. Ça, par contre, c'est un truc sur lequel je veux revenir par rapport à tout à l'heure. C'est quand j'expliquais que Microsoft faisait que des introductions pourries de l'IA dans Windows. Alors, le futur va me faire mentir et a raison. C'est qu'ils ont eu une idée assez drôle. C'est qu'ils sont amusés à intégrer l'IA dans des vieux outils pour les rendre cool again, notamment Paint. Moi, j'ai hâte qu'ils nous introduisent ChatGPT dans Notepad. En vrai, je trouve ça extraordinaire. Non, mais c'est sans déconner. C'est une espèce de copilote intégré à Notepad, ça serait drôle. Enfin voilà. Mais effectivement, c'est un truc, c'est un truc fun. Mais effectivement, je trouve que ce serait bien qu'on tourne la page Windows 12, même si sur le fond il n'y a pas grand-chose qui va changer. Ne serait-ce que pour qu'on finisse avec toutes les erreurs de communication. On parlait du départ de Panos Panay tout à l'heure. Enfin voilà, qu'on en finisse avec. Moi, je me rappelle je me rappelle des annonces de Windows 11 qui étaient scandaleuses, de tous les détails qui avaient été oblitérés. Oublié. Non, on dit oublié, David. Ce que tu veux, mais globalement, c'était bloqué sous le tapis, c'était détestable. Je me rappelle encore avoir fait des articles pour expliquer aux gens qu'ils pourraient pas installer des VM parce que tu comprends, t'avais pas TPM dans ton hyperviseur et que, alors que la techno existe depuis 15 ans, personne s'était amusé à l'introduire par défaut, quoi. Voilà, pour moi, le Windows 11 est pas forcément un mauvais OS. Par contre, il a été étaché par l'infamie, quoi. À l'infamie, carrément, David. L'infamie. Parce que ce lancement t'es chaud. Est-ce que finalement, David, ce soir, 18 septembre, est-ce que tu vas finalement réussir à me dire que forcer le TPM pour Windows 11 n'a en rien sécurisé Windows pour ses utilisateurs? Alors, j'ai jamais dit que c'était une sécurité. En vrai, pour moi, le problème, il est que le TPM existe depuis longtemps, que forcé ou pas, je sais pas, mais en tout cas, ça aurait dû être activé partout depuis très longtemps sur les systèmes Windows. Et ce move qu'a fait Microsoft, plutôt que de le faire en mode forcing à la connard à la dernière minute, ils auraient pu un peu introduire ça de manière progressive avec leur écosystème, de manière plus douce et sans passer par une nouvelle version de l'OS pour ça. Pour moi, c'est la méthode qui était détestable. C'est pas le choix peut se défendre. Tu sais qu'on cherche toujours à savoir pourquoi les Zen de première génération sont pas compatibles. Hein. Je sais pas, faut demander au RP d'AMD de l'époque qui m'a jamais répondu. Il a jamais eu la réponse. Tu sais, peut-être que c'est pas faute d'avoir essayé. On va dire du mal de collection. Non, mais moi, si tu veux, le problème de Windows 11, c'est qu'il a été effectivement entaché par son lancement et par. Il y a des choses qui sont très bien dans Windows 11. Moi, je reste un gros fan de leur gestion des fenêtres, par exemple, et de la manière dont tu peux les organiser sur différents écrans et compagnie. Il y a vraiment des choses qui ont été introduites qui sont bien.
sur le fond de l'OS et dans la forme, mais par contre, il faut qu'on passe à autre chose, quoi. Denis, toi, tu comprends de quoi ces gens sont en train de parler ou pas? Si, vaguement. Vaguement. Tu sais, la sécurité sur Kubernetes, ça n'existe pas vraiment, donc tu sais. Vous avez un TPM sur Kubernetes ou comment ça se passe? Mais tu vois, par défaut, tout ça est activé sur les machines Apple, par exemple, et personne trouve rien à redire, parce que globalement, c'est intégré et smooth. Mais Microsoft, enfin, tu sais que quand tu étais OM et que tu voulais livrer une machine certifiée Windows 8, tu étais obligé d'activer en tant qu'OM ton TPM et de le proposer. Oui, ce qui n'était pas le cas pour les licences grand public, etc. Mais 2023, TPM était toujours désactivé par défaut sur le... Mais enfin, tu vois, 2023, TPM était désactivé par défaut sur 90% des cartes mères. Enfin, tu vois. Mais bref, oui, mais ils ont pas fait le job. Ils n'ont pas fait le job pendant des années. Ils ont voulu faire le forcing de manière détestable. Ils ont été détestés pour ça. Moi, ce que d'autres aussi. Passons à autre chose. On nous a surtout promis à l'époque que le TPM allait être utilisé par un ensemble d'applications et de cas d'usage qui allaient nous permettre de renforcer notre sécurité dans Windows. En tant qu'utilisateur, je l'ai pas vu. J'ai pas tellement l'impression qu'ils aient appuyé là-dessus. Je pense qu'ils ont fait plein de billets bullshit pour t'expliquer en quoi ça allait être bien. Dans la com à l'époque, c'était clairement l'un des arguments. Mais oui, t'as raison de resituer dans le contexte. Toi, au quotidien, t'es sur un Windows, Julien? Je suis hybride. Je suis les deux. Effectivement, j'ai un Windows en perso que je chéris d'amour parce que mon petit cœur m'a longtemps porté vers des aventures redmondiennes, mal assumées parfois. Ce que vous voyez pas derrière lui, c'est qu'il a toutes les boîtes de tous les Windows signées par Bill Gates. Les signatures éditions sont planquées. C'est pour ça que j'ai mis un flou. Je voulais pas qu'on voit. Il a 5 vaccins Pfizer et il capte la 6G. Mais oui, le contexte est rigolo parce que effectivement je pense 1 heure avant qu'on prenne ce podcast de qualité, pour lequel je vous remercie de m'avoir invité, on a appris effectivement que Panos Panay, qui dirigeait maintenant la division Windows et qui a été l'un des promoteurs de Surface chez Microsoft, c'est son fait d'armes, avec celui, bon, il est vrai un peu plus caché d'avoir fait quelques Windows Phone ou d'avoir participé plus ou moins à des Surface Duo ou des trucs comme ça. C'est un succès Surface. Non mais et Julien, alors, cette blague m'a touché assez peu de gens. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est le Adam Chandrasekhar de chez Microsoft? Peut-être. Mais écoute, du coup, si je comprends bien ce que je lis, effectivement, il s'en va, il rejoint Amazon pour essayer de porter Echo et Alexa vers de nouveaux sommets. Donc, nous verrons. Pour la petite histoire, Adam Chandrasekhar chez Intel, Good luck. Anand Chandrasekhar, c'est quelqu'un chez Intel qui avait lancé tout un tas de projets un peu pourris, dont un truc qui s'appelait les MID, qui étaient espèces de gros téléphones tablettes qui ont jamais marché et qui ont. Je me souviens de ces machins. Il a quelques faits d'armes comme ça. Et il est parti. Ouais, les MID, en fait, c'était ces produits-là qu'on t'offrait en hackathon parce que les sponsors essayaient désespérément de les loger. C'est le genre de merde qu'on t'a offert. Moi, tu sais, on m'avait offert comme ça à une époque. Google m'avait offert une tablette avec ces 2 caméras pour pouvoir filmer en 3D. Tu vois, et après tu pouvais voir en 3D tu vois, sur une télé 3D, puisqu'en fait comme tu avais 2 flux vidéo séparés comme ça sur la tablette, tu filmais en 3D machin. Et en fait tu sais, t'as tous ces produits là qu'en fait tous les vieux comme ça on a tous chez nous, et tu sais, des fois on les regarde en disant genre si tu veux, on aurait aimé pouvoir les regarder parce que tous les ans ou tous les 6 mois on nous disait ça va arriver, vous inquiétez pas. Non, et ça sortait quasiment jamais, où il y avait 2 produits qui étaient inaccessibles sur un marché. Alors là, je peux pas le sortir là, mais j'en ai un de chez SFR ici, quelque part. C'était bien vu. C'est comme je suis un peu gardé, j'ai un peu 40 mètres carrés de matos. Pour le prochain épisode, David Legrand vous sort son mid SFR. Putain, attends, faut que je le retrouve. Il est collector, parce que là, il est dans un carton. Vu que pour une fois, nous n'allons pas enregistrer les 2 épisodes à la suite, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, dans le prochain épisode, on parle de l'event Microsoft du 21 et qu'on voit ce qui en sera sorti. Mais c'est une très belle conclusion. Là-dessus, je propose un outil rapide de l'épisode. C'est du Rust comme d'habitude. Je vous ai trouvé un truc qui s'appelle Hyperfine. C'est assez cool. En fait, c'est un machin qui est fait pour faire des tests de benchmark de ligne de commande. Et donc, vous foutez le truc dedans, ça va l'exécuter des chiers de fois, faire des times de mesure, faire des tests, des machins, et vous sortir
un truc nickel chrome magnifique en vue. Donc si dans votre boulot vous faites des lignes de commande, eh ben vous avez le meilleur outil de benchmarking de lignes de commande qui est sorti. C'est du Rust, c'est beau, et globalement si vous voulez encoder des vidéos ou des images et prouver que votre carte graphique est la plus puissante, je pense qu'on est sur le truc. Je vois déjà les yeux de David Legrand s'allumer, parce qu'en général, ce genre de merde, c'est un peu son kiff. Rien ne suffit. Ouais, alors, je sais pas si c'est celui-là, mais je savais quelque chose, donc je pense que ça doit être lui. Par contre, est-ce que du coup, d'ici le prochain épisode, tu nous le recoderais pas en V, du coup? Toujours pas. J'ai une semaine extrêmement chargée. En plus, je te rappelle que moi, j'ai pris une chasse de boulot délirante. Et on va également ressusciter une vieille rubrique qui mourrait systématiquement pendant que je préviens Zwindler que, évidemment, vu qu'il bosse chez Deezer, c'est lui qui fournira la mise avec de l'épisode. Donc, il faut qu'il colle un lien là. Donc, il est dessus. Et en attendant, il y a quand même une annonce importante d'un point de vue événementiel cette semaine. Une annonce qui change la donne. C'est l'annonce de l'OVH Summit 2023 de cette année. Ah, je crois que tu avais parlé du fait que Clever débarquait sur Twitch. Moi. Je suis déçu. Non, ça, je l'ai gardé pour l'épisode suivant. Ah oui, mais c'est demain. Coup, ça, donc, en fait, quand vous le verrez vendredi, ça sera déjà arrivé. Donc, il faut quand même regarder sur Twitch. Mais effectivement, Quentin, une annonce majeure, puisque le 28 novembre, on sera ravis de vous retrouver à la Maison de la Mutualité à Paris. Un OVH Cloud Summit sur lequel on vous réserve pas mal de surprises et je suis certain qu'on aura l'occasion d'en reparler. Il y aura Octave à la guitare ou pas? Alors, Octave, c'est certain. À la guitare, ça fait peut-être partie des surprises. Est-ce qu'il y aura des machines? Est-ce qu'il y aura des VM sous Windows 12 qu'on peut louer? Je n'ai pas ce niveau d'habilitation pour répondre à ta question, David. Mais je prends le point. Avec grand plaisir. Nous y serons probablement au VH Cloud. On vous y croisera avec grand plaisir. Tu penses à nos invitations VIP Bien sûr. VIP, vos invitations, mais voilà, oui. Parce que d'habitude, nos invitations VIP nous étaient fournies par la petite sœur de la com, l'incroyable et magnifique susurreuse à l'oreille des journalistes. Parti trop tôt? Susurré au caribou, c'est ça? On rend hommage à Marie. Elle est juste. Je crois que ce serait effectivement un peu triste. Pour avoir dit ça dans le podcast. Ça serait effectivement un peu triste qu'on fasse un podcast tous les trois et qu'on rende pas hommage à Marie. Je tiens à pour ceux qui regardent ce podcast, pendant des années, en tant que journaliste, j'ai eu affaire à Marie Vaillot, qui était donc chargée de la com institutionnelle, officiellement de VH, mais qui était pied d'œuvre sur tout un tas de sujets et qui a toujours été d'un grand professionnalisme et d'une grande aide pour comprendre les arcanes parfois un peu complexes. Que moi je les percevais. Rapproche-toi de ton micro, David. Mais oui, on t'entend plus, David. Et je pense qu'elle manque. Voilà, donc il faut que des gens prennent le relais, mais effectivement, voilà. Marie, pense à ton temps. Mais Marie, on pense très fort à toi. Donc, maintenant, une fois qu'on a dit ça, notre expert en musique cette semaine, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors moi je vous propose In Broken Trust de The Halo Effect. C'est un groupe avec un des chanteurs préférés qui est Michael Stein, le lead de Dark Tranquillity, et qui a fait un genre de spin-off avec, si je dis pas de bêtises, les musiciens de In Flames. Et donc voilà, ils ont fait un truc un peu cool entre deux groupes de pays nordiques et je trouve ça assez chouette. J'aime beaucoup cette track. Je pense que par rapport à nos discussions à deux pieds du début, on aurait pu recommander du Jean-Michel Jarre. Quand même. Il est lyonnais d'ailleurs. N'oubliez pas que Jean-Michel Jarre. Et comment Jean-Michel Jarre? Comment Jean-Michel Jarre? Jean-Michel Jarre en tant que musicien ou en tant que parolier? Alors là, vous connaissez tous la blague sur Jean-Michel Jarre parolier ou pas? Vas-y. Il va falloir que tu me la fasses, je pense. Alors, en fait, vous connaissez donc probablement tous les mots bleus de Christophe. Et en fait, Christophe et Jean-Michel Jarre bossaient énormément ensemble sur de la création musicale. Tout ça, c'était le démarrage de l'électro, etc. Et en fait, les mots bleus, c'était une mélodie, un truc, un son qu'ils avaient bossé ensemble. Ils étaient fans. Et Christophe chantait au yaourt dessus. Et ils voulaient enregistrer ce truc. Ils étaient à fond. Et ils commencent à filer 2-3 coups de tel dans Paris de paroliers en leur demandant tu veux pas te pointer et essayer de nous écrire un truc. Et en fait, personne n'était dispo. Ça énerve Jean-Michel Jarre qui attrape un dictionnaire de rire et qui prend 20 minutes en disant on fera réécrire quelque chose plus tard.
et qui commence à écrire les mots bleus, mais c'est dictionnaire de rime, Jean-Michel Jarre, schlac, on fera quelque chose plus tard, mais là il nous faut des paroles, quoi. Et voilà comment les paroles n'ont jamais été changées, et les mots bleus, c'est pendant toutes ces dernières années, crédit parole, Jean-Michel Jarre. Okay. C'est une belle anecdote. Très jolie, c'est une belle anecdote, comme quoi parfois le dictionnaire de rime et ChatGPT, hein. Ça suffit bien. Sur ce, je vous remercie tous d'avoir été disponibles. Promis, la prochaine fois, on laisse parler Denis. Et je propose des désannonces dans l'autre ordre. Et donc, on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast qui sera enregistré aussi cette semaine, mais un peu plus tard, auquel on verra si en fait OVH annonce le retour de Panos Panay. Parce que pour OVH n'annonce rien en rapport avec Panos Panay. Quentin, tu es en roue libre. OVH, on vous reparlera avec plaisir du Summit. Peut-être que d'ici là, on aura des belles annonces à valoriser auprès de vos audiences qualitatives, mais Panos n'a rien à voir avec OVH. Attention, ils sont en Covid période. Quentin, quand même. Oh, mais moi, je voyais, tu vois, une capture chez Microsoft par OVH, un truc magnifique, tu vois. Oui, non. Alors non, Quentin, tu t'égares. Trop de créativité, hein. Trop de jus de pomme. Moi, je crois que trop de jus de pomme ce soir, Quentin. Je vois pas de quoi tu veux parler. Allez, merci beaucoup. Donc, David, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, sur Twitter, parce que je vais pas sur Blue. Donc du coup, tu veux toujours pas un code Blue Sky? Non, du tout. Twitter, @davelgd, un peu partout @davelgd. Vous pouvez le trouver sur GitLab et GitHub @davelgd. Je fais du code tout pourri sur toute la plateforme. Julien? Eh ben, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec grand plaisir et sur Blue Sky aussi des fois. Sur X, tu veux dire? Sur X, oui, X Twitter X. Ah, vous pouvez tous nous retrouver dans votre plus proche restaurant vietnamien à commander une chicken. Et Denis, où peut-on te retrouver? Yes, c'est pareil sur les mêmes sur les réseaux Twitter, Blue Sky, à Zwindler. Voilà, donc merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode prolifique vous a plu. Là-dessus, je vous dis à tous à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Salut. À bientôt.